Partout dans le monde, les phénomènes orageux sont de plus en plus puissants. Ils détruisent voitures, maisons et récoltes. Le changement climatique accentue les événements météorologiques extrêmes, les épisodes de grêle et d'orage. Cela met notre société sous pression. Régulièrement, la pluie tombe plusieurs jours d'affilée. Elle inonde les routes et les maisons et submerge parfois des régions entières avec des conséquences dévastatrices. Toute l'eau de l'année est tombée entre mai et juin, ce qui fait qu'on a eu des très fortes précipitations tous les 3 jours environ. L'ampleur et la rapidité avec lesquelles le changement climatique modifie les précipitations et les orages mettent les scientifiques à rude épreuve. Jusqu'où cela peut-il aller? Et comment se protéger des forces destructrices de la nature? C'est comme une boîte noire pour nous. Nous n'avons pas encore compris comment des grêlons si gros peuvent se former. Nous sommes à Bonndorf, en Forêt-Noire, en Allemagne. C'est ici que commence pour Michael Kunz et son équipe une traque devenue nécessaire avec le changement climatique. Une aventure scientifique se prépare. Elle consiste à évaluer les orages et la grêle depuis le ciel. On constate que la fréquence et l'intensité des événements extrêmes augmentent partout. C'est bien sûr lié au dérèglement climatique, qui augmente l'humidité de l'air. L'humidité, c'est de l'énergie qui peut ensuite se décharger sous forme d'orages violents. C'est pour ça qu'on peut partir du principe que ces événements vont devenir plus fréquents et plus intenses. Il faut mieux les comprendre, mais aussi améliorer tout le secteur de l'alerte précoce pour limiter les dégâts. Ce météorologue, spécialisé dans les catastrophes naturelles, travaille à l'Institut de technologie de Karlsruhe. Pendant tout un été, il veut observer les orages en Forêt-Noire. Je suis impressionné par la quantité d'énergie contenue dans un tel orage, par ce qui peut s'y passer, les phénomènes qui y sont liés, comme les vents forts qui peuvent aller jusqu'aux tornades, la grêle. Le plus gros grêlon trouvé en Allemagne mesure 14 cm de diamètre. On imagine les courants ascendants nécessaires à l'intérieur du nuage pour le maintenir en suspension. C'est fascinant. Les scientifiques préparent 6 stations de mesure radar mobiles. Michael Kunz veut envoyer des dispositifs de mesure supplémentaires à l'intérieur des cellules orageuses grâce à des ballons. Nous voulons placer ces sondes dans les courants ascendants des orages pour évaluer le sens de déplacement des grêlons à l'intérieur des nuages et la manière dont ils se forment. La Forêt-Noire fait partie des régions d'Allemagne où les orages sont les plus fréquents. Aujourd'hui, justement, le temps est à l'orage. Le défi pour les scientifiques est de se trouver au bon endroit, au bon moment, pour effectuer leurs mesures. Si on arrivait à introduire plusieurs de ces sondes dans ce qu'on appelle les supercellules, c'est-à-dire les orages qui tournent et qui provoquent de fortes grêles, ce serait une avancée pour la recherche. Personne ne connaît la trajectoire de ces grêlons. Les données des sondes seront ensuite comparées à celles des stations radar. Cela pourrait aider à mieux anticiper les fortes chutes de grêle. Les précipitations extrêmes provoquent de plus en plus de catastrophes, comme en France en octobre 2023. Au nord de Nice, il est tombé en quelques heures plus de 120 litres de pluie par mètre carré. À Dubaï, des pluies diluviennes sèment le chaos en avril 2024. Les orages provoquent régulièrement de dangereuses tornades, comme en mars 2024 en Italie. Une étude de l'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique a démontré que les précipitations ne deviennent pas seulement plus fortes, comme ici à Paris au printemps 2024, mais aussi plus fréquentes. Les dégâts sont donc plus nombreux. Les assureurs ont annoncé 5 milliards d'euros de dégâts causés par les intempéries.
Et sachant qu'en ce sont surtout des orages à grêle qui ont causé ces dégâts. En ce qui concerne les fortes précipitations, les statistiques ont longtemps eu un train de retard pour pouvoir produire des prédictions pertinentes. La conséquence la plus importante du changement climatique pour notre société, ce sont les fortes précipitations, les canicules et les tempêtes, c'est-à-dire tous les phénomènes météorologiques extrêmes. C'est ça le véritable danger du changement climatique pour nous. Je pense que nous devons nous préparer à davantage de catastrophes naturelles au cours des prochaines décennies. On devrait réfléchir à la manière de nous en protéger. Les cataclysmes n'épargnent pas les paysages de cartes postales. Le 26 août 2023, près des Alpes allemandes, il a fallu moins d'un quart d'heure pour que la petite localité de Bad Bayersoien soit entièrement dévastée. La mère, Gisela Kiveg, n'oubliera jamais cette journée. Je n'aurais jamais cru être un jour témoin d'une telle destruction, en à peine 15 minutes. Le bruit était assourdissant. Les grêlons tombaient sur les toits et les faisaient exploser, ou brisaient les fenêtres. Le front orageux s'élève de l'horizon comme un mur noir. Les services météorologiques ont mis en garde contre de graves intempéries. Mais la grêle qui s'abat dans le sud de la Bavière prend des proportions quasi apocalyptiques. La grêle est suivie de pluies diluviennes. L'eau s'infiltre à travers les trous dans les toits. Les intempéries font un mort et de nombreux blessés. Beaucoup d'habitants se retrouvent sans abri. Les assureurs bavarois estiment les dommages à 225 millions d'euros pour un seul orage. Le toit est resté tel quel. La maison va être démolie. C'est pour ça qu'elle est encore dans cet état. Aucun travaux n'a été réalisé. Et c'est à ça que ressemblaient les 384 toits de notre village. 384 toits détruits en un quart d'heure dans un village. Familles, entreprises, administration locale. Personne n'est épargné. Propriétaires et locataires ont tous besoin d'aide au même moment. Brigitte Neuner se trouve sur le balcon de sa ferme avec sa sœur lorsque l'orage arrive. Les deux femmes comptaient partir en promenade, mais les nuages noirs les en dissuadent. La sœur de Brigitte filme une vidéo juste avant que les vitres de la maison n'explosent. Le bruit était infernal. Il tenait très fort. On avait l'impression que c'était une tornade. Comme si tout s'était concentré chez nous et détruisait tout en un clin d'œil. On n'avait pas besoin de ça. Les orages d'été se forment par des journées chaudes, lorsque l'atmosphère est chargée en humidité. L'air chaud s'élève vers les zones les plus froides, se condense en gouttelettes et forme des nuages. De l'énergie et de la chaleur sont libérées, ce qui fait monter l'air humide encore plus haut. Au sol, de plus en plus d'air chaud et humide est attiré vers le haut. Et d'énormes quantités parviennent à des altitudes toujours plus froides et élevées. Aux alentours de 12 000 mètres, une couche d'air chaud stoppe le mouvement ascendant. Quelques gouttelettes se combinent à des particules et des aérosols et se transforment en glace. Le frottement entre les particules de glace et les gouttes provoque une charge électrique qui se décharge avec des éclairs et du tonnerre. La grêle et les gouttes se mettent à tomber. Protéger les habitations de la grêle devient urgent. À Oberkirch, en Suisse, pour prévenir les dommages, on classe la grêle en différentes catégories. L'ingénieur en bâtiment Kai Bleischmidt teste la résistance à la grêle de matériaux de construction comme les tuiles. Il utilise pour cela un canon à grêle spécialement conçu, armé de billes de glace.
Ces essais nous servent à vérifier la résistance à la grêle des matériaux de construction. On teste différents éléments de la façade ou du toit et on détermine les points faibles de chacun. Ça permet d'évaluer leur résistance. Le test doit reproduire des conditions réelles, avec des tuiles mouillées, comme lors d'un véritable orage. Une fois le canon chargé et activé, l'ingénieur l'actionne. On a envoyé au milieu de cette tuile une boule de glace de 50 mm à une vitesse de 111 km/h. Il s'avère que la tuile ne résiste pas à une grêle de classe 5. On va maintenant descendre d'un cran et tester une boule de 40 mm. On verra ce que ça donne. Plus l'indice est bas, moins la tuile est résistante à la grêle. L'enregistrement au ralenti d'un tir sur une vitre met en évidence les forces en jeu lorsque de gros grêlons tombent du ciel. En Suisse, la résistance des bâtiments à la grêle est fixée en fonction des régions. Si le maître d'ouvrage ne s'y conforme pas, les assurances ne couvrent pas les dommages. Le changement climatique joue selon moi un rôle important. Les orages sont plus violents et les chutes de grêle plus fortes. Et la taille des grêlons va sans doute encore augmenter. Pour éviter les gros dégâts, les tuiles ainsi que tous les autres éléments de construction doivent atteindre une certaine résistance. On voit qu'aucune fissure n'est apparue sur ce modèle. Il n'y a pas eu d'écailles non plus, ce qui signifie une résistance de classe 5. Même si cela coûte cher, il est possible de protéger les bâtiments et les personnes contre la grêle. En revanche, en cas de violents orages, les denrées cultivées dans les champs sont livrées aux forces de la nature. La foudre, les tempêtes et les précipitations extrêmes deviennent une menace pour les récoltes. À environ 1 heure de Toulouse, dans le domaine d'Arton, près de Lectoure, la famille de Montal cultive la vigne. Elle utilise une partie de ses raisins pour produire de l'armagnac, une eau-de-vie de vin. Fin juin, un orage extrêmement violent s'est déchaîné au-dessus du domaine. Jean de Montal a repris l'exploitation de son père en 2021. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en 40 ans, mes parents et les habitants de Lectoure n'avaient jamais vu une tempête d'une puissance aussi grande que celle-ci. Cette tempête a aussi apporté de la grêle qui a touché notre vignoble et dans un contexte où l'humidité était déjà très importante, a créé des faiblesses dans la vigne dans lequel le mildiou s'est engouffré pour malheureusement impacter définitivement la parcelle de merlot qui se trouve là-bas. Le mildiou est une maladie provoquée par des micro-organismes qui se propagent sur les feuilles de vigne en cas d'humidité. Cette année, il a causé des ravages inédits. Jean de Montal exploite environ 88 hectares de terre. Lui aussi constate une aggravation des effets du changement climatique, avec la grêle en effet catalyseur. En effet, comme la tempête est arrivée dans mon dos, la grêle a surtout sévi sur ces parcelles-là. On voit les impacts sur les feuilles, bien entendu, mais aussi sur ce qui reste des raisins, où on voit les impacts de grêle sur les raisins qui ont favorisé aussi l'installation, malheureusement, du mildiou. Une grande partie des vignes destinées au vin rouge a été grêlée et de nombreuses parcelles dédiées au vin blanc ont été noyées. Plusieurs semaines de fortes pluies au printemps ont fortement endommagé le raisin. Ouais, alors cette année, on a été touché par le mildiou, qui est une algue qui se propage quand il pleut et quand il fait beau après. La problématique, c'est qu'une fois que la grappe est touchée, ça se propage dans les raisins jusqu'à la véraison. Et ça peut complètement réduire à néant une année de travail, comme c'est le cas sur certaines parcelles, avec des cépages qui sont plus sensibles que d'autres. Petit à petit, Jean de Montal adapte ses méthodes aux nouvelles conditions climatiques. Il opte pour de nouveaux cépages et les cultive selon les principes de la permaculture. Il laisse davantage d'espace entre les ceps de vigne. L'enherbement est censé repousser les champignons et fortifier les sols. Il permet aussi à la parcelle d'absorber de grandes quantités de pluie. En forêt noire, les chasseurs d'orage se sont regroupés autour de Michael Kunz. Les météorologues ont annoncé des intempéries accompagnées de grêle. Seulement, dans les données relevées, un élément essentiel à la formation des orages manque pour l'instant, l'humidité.
Il fait incroyablement sec. Mais si l'humidité augmente ici, alors ça, ce sera notre énergie. On va continuer à surveiller, mais s'il continue à faire aussi sec, ça n'ira pas. Il faudra peut-être aller un peu plus au nord. Même la technologie de pointe n'est pas d'une grande aide pour les chasseurs d'orage. Il est très difficile de prévoir où va éclater l'orage exactement. Ça dépend de très nombreux facteurs. J'ai presque envie de proposer qu'on charge les ballons et qu'on y aille. Il n'y a pas d'urgence, mais il faut quand même qu'on soit sur place à temps pour suivre l'évolution de la situation. Les chercheurs se préparent pour cette aventureuse étude à l'intérieur d'un conteneur. Ils veulent percer les derniers secrets de ce dangereux phénomène météorologique. Nous allons libérer des sondes qui vont s'infiltrer directement à l'intérieur des orages. La foudre représente toujours un certain danger. Et si les éclairs s'approchent trop, nous interromprons l'opération. Il ne faut pas qu'il y ait de tempête ni de vent violent, car dans ce cas, on ne peut pas envoyer nos ballons. Bien sûr, on ne peut pas exclure qu'une cellule orageuse change de direction et passe au-dessus de nous. C'est un danger qu'il faut accepter. Au besoin, on se réfugiera dans la voiture. On ignore encore comment les gouttelettes de glace se transforment en grêlons géants dans les cumulonimbus, les nuages d'orage. Et il y a peu de chances que l'équipe lève ce mystère aujourd'hui. Les chercheurs s'élancent en direction de l'orage. Si les épisodes de forte pluie s'annoncent à l'avenir plus fréquents et plus intenses, c'est en raison du réchauffement de la planète. L'air peut absorber jusqu'à 7% d'humidité en plus par degré. Le surcroît d'humidité qui se condense en gouttes intensifie les pluies. Il tombe alors une quantité d'eau extrêmement importante en peu de temps, le plus souvent sur des périmètres restreints. Cela devient un problème, y compris pour les météorologues. Le problème avec les fortes pluies, c'est qu'elles sont toujours très localisées. Nos prévisions météorologiques ne sont pas si mauvaises pour prédire qu'il va pleuvoir quelque part. Mais où exactement, ça c'est très difficile à prévoir. On ne pourra jamais mesurer avec précision chaque molécule d'air. Il restera toujours une petite incertitude impossible à éliminer. C'est un problème de probabilité. Le grand défi pour nous, c'est d'expliquer cela aux gens de telle sorte qu'ils puissent réagir de manière appropriée. Dans un champ près de Torgau, dans le nord-est de l'Allemagne, des scientifiques et des techniciens de l'Institut de recherche troposphérique de Leipzig préparent un important dispositif. « 7,5 Grad, immer noch 1002,8 bar und 82%. Okay, alle fertig? Los! » Grâce à ce ballon captif aérodynamique, les scientifiques veulent observer ce qui se passe en altitude au moment de la formation des nuages. Car à ce jour, certains détails de ce processus nous échappent encore. Mira Pölker, la directrice de l'Institut, est considérée comme la plus éminente spécialiste des nuages en Allemagne. Quand on fait ce genre de recherche, on a envie de voir ce qui entre dans le nuage. C'est très intéressant de voir comment le nuage modifie nos aérosols, mais aussi à quoi ressemblent les gouttes qui composent le nuage, ainsi que les turbulences qu'il y a à l'intérieur, parce que tout cela peut modifier les propriétés du nuage. Le ballon peut s'élever jusqu'à 1500 mètres. Par défaut, il est toujours accompagné d'un appareil qui relève la température, l'humidité, la direction et la force du vent. Mais Mira Pölker s'intéresse à des données plus poussées, car l'intensité et la forme des précipitations dépendent aussi des particules et des aérosols les plus infimes. Sans eux, l'eau ne gèlerait qu'en dessous de moins 40 degrés, et non à zéro. Grâce à cet appareil, on peut déterminer la taille des aérosols présents dans telle ou telle couche. Cela nous permet aussi de comprendre comment ils se forment, comment ils sont transportés et comment ils se transforment.
Et cela peut bien sûr nous aider à expliquer comment les aérosols et les nuages se modifient mutuellement. Grâce à cette boîte, les chercheurs peuvent recenser les aérosols et des particules qui exercent une grande influence sur notre météo et en prélever des échantillons. On peut essayer de comprendre les nuages en laboratoire, mais dans la nature, c'est très différent. Il faut donc se rendre sur place, tout simplement. Dans le cas des nuages, ce que nous voulons étudier ne se trouve pas toujours au sol. Il y a des nuages proches du sol, c'est vrai, mais ils sont très différents de ceux qui se trouvent dans les étages supérieurs. Alors si nous voulons percer le mystère des nuages très élevés, c'est là-haut qu'il faut aller. Pour l'instant, les particules révèlent qu'il n'y a pas que le changement climatique qui modifie la météo, mais aussi les particules fines produites par l'être humain. Toute l'industrialisation de la production de biens matériels est basée sur la combustion d'énergie fossile. Or, cela engendre des aérosols. Et dans cette fameuse phase de mélange où nous avons de la glace et des gouttes liquides, il se forme aussi des orages et des éclairs. C'est précisément cette phase qui gagne en intensité lorsque l'influence humaine est importante et qu'il y a un surcroît d'aérosols. Le problème avec les aérosols et les particules dans les nuages, c'est que le moindre changement de forme ou de composition a des répercussions sur l'interaction entre les gouttelettes d'eau, et donc sur notre météo. De violents orages se forment régulièrement aux abords des sommets pyrénéens. Claude Berthet et Frédéric Mazzarotti analysent les tempêtes de grêle à l'aide de plaques de polystyrène. Le seul outil vraiment fiable que nous ayons, c'est donc ce que l'on appelle un grêlimètre. Donc, lorsque la grêle va tomber, elle va laisser un impact qui sera stable dans le temps et que l'on va pouvoir par la suite analyser. Plus de 1500 de ces plaques sont disposées dans les Pyrénées. L'association ANELFA documente les orages de grêle depuis 1951. Ce sont les séries de mesures de grêle les plus anciennes au monde. Il faut séparer en fait deux choses dans la grêle. C'est la fréquence, c'est-à-dire combien de fois un endroit est touché, suivant les années, et l'intensité. Nous, pour ce qui concerne la fréquence, pour l'instant, nous, dans nos séries, on n'a pas remarqué d'augmentation de la fréquence. Par contre, il est clair qu'on met en évidence une augmentation de l'intensité. Et effectivement, on peut la corréler à l'augmentation des températures. Dans la région, il tombe de plus en plus de grêlons et leur taille ne cesse d'augmenter. L'ANELFA est financée par les communes, les départements, les entreprises et les associations d'agriculteurs. Son objectif est de réduire les dégâts liés à la grêle. Donc c'est vrai que pour les agriculteurs qui sont victimes de la grêle, c'est important pour eux de trouver une solution pour éviter des gros dégâts et la déstabilisation de certaines exploitations, voire la disparition complète de l'exploitation, dans certains cas. Frédéric Mazzarotti travaille sur une méthode qui est testée ici depuis plus de 70 ans, l'ensemencement des nuages. L'idée, c'est qu'il y ait davantage de cristaux de glace qui soient formés pour qu'ils restent tout petits. Parce que plus ces cristaux de glace seront petits, plus il y a de chances qu'ils fondent en totalité ou en grande quantité avant d'arriver au sol. Donc, le résultat, en fait, c'est de diminuer la taille de la grêle qui va arriver au sol. Il injecte dans un simulateur de nuages de l'iodure d'argent, un composé chimique classé dangereux par l'UE qui a été dilué dans de l'acétone. La substance doit y agir comme des aérosols à l'intérieur d'un cumulonimbus et transformer les gouttes en glace. Chaque hexagone ici qui s'est formé, c'est un cristal de glace qui s'est formé autour d'une particule d'iodure d'argent que j'ai envoyée dans la chambre de comptage. Donc, ce comptage nous permet d'estimer l'efficacité de la solution que l'on produit et donc le niveau d'action sur la grêle naturelle. Dans presque toutes les régions viticoles françaises,
les viticulteurs utilisent de l'iodure d'argent. Ils pulvérisent le produit chimique dans l'air à partir de plus d'1 millier de générateurs. Avec la pluie, celui-ci retombe au sol. Il est considéré comme particulièrement dangereux pour la faune aquatique. Mais jusqu'à présent, les études n'ont pas pu prouver sa nocivité. Bien sûr, on pourrait dire c'est toujours trop, mais ce ne sont pas des grandes quantités. Les mesures qui ont été faites nous permettent de dire que les quantités qui sont trouvées sont quasiment indécelables par rapport à la quantité d'argent qu'on trouve naturellement dans les sols ou dans l'eau. En Styrie autrichienne aussi, les orages sont plus fréquents que la moyenne. Sur les obstacles naturels comme les versants de montagne, le vent a tendance à pousser plus souvent l'air chaud et humide en altitude. Si des orages se forment, au moins 2 avions à hélice décollent aussitôt. Si on est en intervention et qu'un orage très violent se forme à partir d'un front froid, on conserve une distance de 300 mètres. S'il n'est pas trop fort, 150 mètres suffisent. Je dois pouvoir compter sur le fait qu'il reste bien là-haut. On a nos propres règles à respecter et la première, c'est de ne jamais mettre en danger nos collègues. Aujourd'hui encore, le service météorologique a prévu des orages autour de la ville de Graz. Josef Mündler est le chef de la flotte anti-grêle. Depuis plus de 30 ans, il s'élance vers les nuages à bord de son avion. Voler sous la grêle n'est pas plus dangereux que conduire en voiture. Il faut opérer avec prudence, respecter les lois de la nature et surtout ne pas prendre de risques. Josef Mündler a convenu de l'itinéraire avec un météorologue spécialement recruté pour cela. Une fois dans les airs, ce n'est plus la météo qui importe le plus, mais le coéquipier. Plusieurs pays utilisent désormais des avions pour lutter contre la grêle au moyen de produits chimiques, dont l'Allemagne et la Suisse. En cas d'orage, des courants ascendants et descendants peuvent se côtoyer directement. Pour les aviateurs, cela signifie de fortes turbulences. Pour l'instant, c'est encore très calme, mais j'aperçois une cellule orageuse devant moi. Je vais maintenant me positionner sous la limite inférieure des nuages, dans la zone des courants ascendants, et je vais y diffuser l'iodure d'argent. Les pilotes doivent se trouver à proximité immédiate de la cellule orageuse pour que l'iodure d'argent ait une chance d'atteindre la partie des nuages où se forment les gouttes d'eau et les cristaux de glace. En Styrie, la lutte contre la grêle est financée par les communes. J'étais dans la zone de courant ascendant. Elle était quand même à peu près à 1500 pieds. C'est là qu'on a dispersé nos noyaux de condensation. Je suis convaincu qu'on fait quelque chose de positif. On voit régulièrement des phénomènes extrêmes autour de nous et après coup, les gens nous remercient d'avoir été là avec nos avions. Ils ont très peur qu'il se passe quelque chose de grave et que leurs récoltes, leurs fleurs ou autre chose soient anéanties. L'humidité de l'air ne se condense qu'avec certains aérosols et particules pour former des gouttes qui gèlent parfois à l'intérieur des nuages. Les cristaux ainsi formés grossissent en absorbant d'autres gouttelettes qu'ils transforment en glace. Avec l'apport d'iodure d'argent, davantage de gouttelettes et de cristaux de glace sont censés se former. Résultat, de nombreux petits grêlons au lieu de quelques gros. Rien ne dit si ce nuage aurait développé de la grêle sans l'intervention de l'avion. Pour répondre à ce genre de questions, il faudrait des statistiques exhaustives que l'on n'a pas forcément à l'endroit donné. L'efficacité de cette méthode est donc très controversée parmi les météorologues. Ce qu'on peut faire, c'est créer une modélisation pour simuler ce nuage. Dans certaines situations, l'augmentation de la concentration d'aérosols d'iodure d'argent a un effet déterminant sur la formation de la grêle. Mais il y a de très nombreuses situations où l'on constate un effet minime, voire inexistant, ou que cela produise le résultat inverse, à savoir que la grêle devient plus forte et les grêlons plus gros, à cause de l'augmentation de la concentration en aérosol.
Selon la Fédération des assureurs allemands, en 2023, la grêle, les tempêtes et les fortes pluies ont été les principaux événements naturels dommageables en Allemagne, avec une facture s'élevant à plus de 4,7 milliards d'euros. En juin 2023, un orage produisant des grêlons d'une taille exceptionnelle éclate au-dessus de la région de Kassel. C'est ce qu'on appelle une supercellule. Lorsque les agences de presse annoncent les premiers dégâts, les collègues d'Edouard Schülle sont déjà sur place. L'entreprise d'Edouard Schülle a développé un scanner pour relever les dommages causés par la grêle. Environ 15 000 photos sont prises en 30 à 45 secondes seulement, avec des couleurs qui mettent en évidence les différentes tailles d'impact. Ils sont mesurés avec précision et traités une fois le rapport complet. Aujourd'hui, c'est toute une industrie qui s'est développée autour des dommages causés par la grêle. Edouard Schülle est le directeur d'une des nombreuses entreprises qui évaluent les dommages causés aux voitures. C'est un phénomène de masse. Les compagnies d'assurance enregistrent des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de sinistres. Elles sont très sollicitées et doivent traiter une multitude de véhicules en plus de leurs activités habituelles. Nous intervenons en tant que prestataires pour aider les assureurs à gérer ce volume. Ici, de nombreux sinistres peuvent être pris en charge rapidement. Un avantage pour les assureurs comme pour les assurés, dont fait partie Michael Schless. Waren Sie dabei? Haben Sie das gesehen, ja? Wie groß waren die Hagelkörner? Tennisball. Tennisball. Also so etwas größer als ein Tischtennisball. Okay. Michael Schless a vu la grêle fracasser sa voiture. Là, il y a des nappes de grêlons qui dévalent la rue. On est resté à l'intérieur et on a regardé impuissant ce qu'il se passait dehors. On ne pouvait rien faire. Les météorologues appellent les gros orages de longue durée des supercellules. Ils tournent autour de leur centre. Du fait de cette rotation, ils absorbent plus d'air chaud et humide que les orages normaux. Ils génèrent des courants ascendants extrêmement forts à l'intérieur desquels se forment de gros grêlons. De grandes quantités de précipitations froides s'abattent au sol. L'énorme différence de température et de pression par rapport à l'air chaud du sol génère des vents violents. Une fois tombées, les précipitations se réchauffent et s'évaporent, réalimentant ainsi la supercellule en humidité et en énergie. C'est exactement le genre de cellule que traquent Michael Kunz et son équipe. Continue tout droit, comme prévu, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il faut qu'on se retrouve à l'avant du système orageux. Bien sûr, la sécurité avant tout, mais à part ça, on peut accélérer. Les cumulonimbus se sont formés en quelques minutes à peine. Ils sont maintenant bien visibles sur le radar. Michael Kunz a eu la bonne intuition. Une cellule orageuse intéressante s'est formée au-dessus de la Suisse. Maintenant, elle se dirige vers le nord. Elle s'est renforcée et on essaie de la rattraper. Il faut qu'on se place à l'avant de la cellule orageuse, là où se trouve la bande d'afflux. L'équipe cherche un endroit où lâcher les ballons. On devrait s'éloigner un peu de l'autoroute et des lignes à haute tension. Ils le savent, leur fenêtre d'intervention est très réduite. Pour que les ballons sondes récoltent de nouvelles données sur la formation des gros grêlons, ils doivent être positionnés à 3000 mètres d'altitude, avant le début des précipitations. Un chemin de terre va servir de piste de décollage. Les membres de l'équipe doivent maintenant activer les sondes pour qu'elles transmettent les données. Ganz wichtig ist, dass das hier schön immer gestreckt ist, das ist die Antenne. Ja, nach außen. Vor 2 Stunden hatte ich noch gedacht, das wird heute nichts. Und jetzt können wir Zellen aussuchen. Jetzt haben wir die große Auswahl. Magst du kurz halten? In der Reihenfolge dann starten. Hast du die erste schon bekommen? Ja, aber ich muss die jetzt. Wann kann die los? Sekunde, ihr könnt sofort loslassen. L'orage se rapproche rapidement. Les scientifiques cherchent une tache claire au milieu des nuages sombres.
Wir sind hier in dem Einströmbereich. Hier sehen wir wunderbar den Aufwindbereich und genau den wollen wir erwischen. Der prägt sich hier schön aus. Wir erkennen den daran, dass die Wolkenbasis hier relativ tief ist. Und daran erkennen wir den Einströmbereich. Und wenn wir den erwischen, wenn wir da Sonden reinkriegen, das ist der Ort, wo sich der Hagel dann bildet. Une fois les sondes activées, Michael Kunz reçoit immédiatement leurs signaux GPS sur son ordinateur portable. Il est alors temps de les lâcher. Starten wir zuerst. Okay. Start. Kann starten. Die kriegt kein GPS. Haben wir noch eine? Dann holen wir mal schnell. Ja, das ist gut, die hat ein GPS. Wir fahren erstmal weiter und probieren wieder auf die Vorderseite zu kommen, weil wir jetzt schon den Niederschlag abkriegen. Da haben die Ballons immer eine schwierige Chance, in den Aufwindbereich reinzukommen, weil sie mehr Gewicht kriegen. 2 sondes s'élèvent déjà vers l'orage et transmettent les premières données. Sur l'écran, on peut suivre la trajectoire des sondes et leur vitesse ascensionnelle. C'est très important pour nous parce qu'on veut envoyer la sonde dans le courant ascendant. On a aussi les profils verticaux, température et humidité, qui nous sont nécessaires pour calculer l'énergie. Michael Kunz veut mettre en place une autre sonde. Un mécanisme coupe la liaison entre la sonde et le ballon au plus tard à 3000 mètres d'altitude. Si la sonde se trouve dans le courant ascendant, celui-ci l'emporte encore plus haut. Okay, jetzt geht's. Dans l'idéal, il peut monter jusqu'au sommet des nuages, à 12 000 mètres d'altitude. Malheureusement, les sondes n'ont pas atteint le courant ascendant. Il était trop haut et on a manqué de temps. Elles se sont même au contraire retrouvées dans le courant descendant. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a constaté un changement important dans la direction du vent. Elle est totalement différente par rapport au moment où on a lancé les premières sondes. Ce sera encore plus instructif quand la sonde ira à plus haute altitude. L'obscurité met finalement un terme à cette quête de nouvelles connaissances. Au domaine viticole de Jean de Montal, le mois d'avril a une fois de plus été pluvieux. Les jeunes plants des surfaces qu'il vient d'aménager en permaculture ont heureusement très peu souffert. Mais il tient à protéger encore mieux ses vignes des conséquences du changement climatique grâce à des arbres. L'idée, c'est de faire des petites parcelles avec autour de la vie. Vous voyez ces petites racines, elles vont se développer dans le sol qui est très fertile désormais, et elles vont rentrer en relation avec les racines de la vigne. Et ça permet donc d'échanger d'un point de vue racinaire entre les arbres que l'on plante, les buissons que l'on plante et la vigne. Et ainsi réduire les déséquilibres que l'on observe dans le sol. Jean de Montal a fait planter plus de 400 arbres et arbustes ce printemps. Le feuillage et les racines doivent continuer à renforcer les sols et atténuer l'effet des tempêtes. Une nouvelle diversité s'installe dans le vignoble. Et je pense que là, on est dans une situation climatique où il faut laisser la vigne s'adapter. Et pour s'adapter, il faut lui donner un bon équilibre, un bel écosystème autour d'elle, que ce soit la gestion de l'eau, la gestion des sols, la gestion de l'environnement autour d'elle. Des racines d'arbres pour former une barrière souterraine protectrice autour du vignoble. À cela s'ajoutent des plantes et de petits fossés pour réguler l'équilibre hydrique entre les ceps de vigne. Pour Jean de Montal, emprunter ces nouveaux chemins, c'est faire un petit pas en arrière, nécessaire quand on est dans une impasse. La vigne a plus de 2000 ans et que l'utilisation de produits chimiques n'a été effectuée qu'au cours des 60 dernières années. Aucun produit chimique sur la terre, on a de la vie. Je suis heureux quand je vois que tout notre travail porte ses fruits. C'est-à-dire que quand je vois qu'un petit pied est en train de prendre et que voilà, il est heureux là où on l'a planté et il est bien avec son écosystème. Le changement climatique et ses conséquences le montrent de plus en plus clairement. Une économie menée au détriment de la planète n'a pas d'avenir. L'agriculture n'est pas la seule à souffrir des fortes pluies et de la grêle.
Dans le massif du Harz, en Allemagne, Markus Weitere et Patrick Fink étudient au centre Helmholtz de recherche environnementale les effets des phénomènes météorologiques extrêmes sur nos cours d'eau. Ici, près de sa source, la rivière Holteme coule encore dans son lit naturel et peut se permettre de déborder. Les crues et les eaux tumultueuses font partie de l'écosystème naturel d'une rivière. Elles ont même un effet nettoyant parce qu'elles déplacent les sédiments, elles créent de nouveaux habitats, elles inondent et elles alimentent en nutriments les zones alluviales. Ce qui a des répercussions négatives sur l'environnement, c'est les apports d'eau non épurée, des actions qui sont en principe causées par les riverains ou l'exploitation humaine. Tout ça peut nuire à la qualité de l'eau. Les deux chercheurs veulent déterminer le nombre et la diversité des organismes vivant dans l'eau, sur les rives et dans le lit des rivières. Ce sont d'excellents indicateurs de la qualité de l'eau, car ils vivent longtemps dedans et ils sont exposés à toute la pollution chimique qui transite. Ici, on note la présence de beaucoup d'espèces très différentes. On peut déjà en déduire que la qualité de l'eau est bonne. Toutes les espèces ont leur importance dans une rivière. Elles ont différentes fonctions qui sont essentiellement épuratives. Cette biodiversité a donc, au bout du compte, une influence sur la qualité de l'eau. Les rivières sont nos artères vitales. Elles transportent l'eau à travers les terres et la restituent à différents endroits. Elles alimentent également les nappes phréatiques d'où nous tirons notre eau potable. Cette station de mesure fixe indique quels polluants circulent dans ce cours d'eau et à quel moment. L'être humain introduit différentes substances dans ces eaux. Il s'agit notamment de nutriments qui provoquent une croissance excessive des algues, mais aussi bien sûr de pesticides issus de l'agriculture et de résidus de médicaments provenant des eaux usées des villes. Nous devons mesurer tous ces apports de substances et déterminer leur quantité pour estimer leur impact sur la qualité de l'eau et sur les organismes qui y vivent. Un peu plus loin en aval, la raison pour laquelle les pluies diluviennes ont des conséquences sur le cours de la rivière devient flagrante. C'est un cas exemplaire. La Holteme reçoit l'eau des stations d'épuration et elle est canalisée à de nombreux endroits sans rive naturelle. En cas de forte pluie, une grande partie des précipitations arrivent dans la rivière par les champs sans être filtrées. Ici, on voit qu'il y a énormément de champs cultivés. On procède parfois à des épandages de pesticides, de produits phytosanitaires et d'engrais. Et que se passe-t-il quand l'eau s'écoule en surface, ne peut pas s'infiltrer dans le sol et que ces substances se retrouvent dans la rivière? On observe alors des pics de concentration, par exemple de pesticides, après ce genre d'épisode de pluie intense. Les scientifiques estiment que la situation pourrait être encore plus inquiétante dans les zones urbaines. Stéphanie Spar et son équipe de l'Institut Leibniz d'écologie aquatique et de pêche intérieure recherchent des données factuelles. Nous voulons déterminer l'impact des épisodes de fortes pluies sur la qualité des eaux de surface. En effet, en ville, les fortes pluies peuvent entraîner l'introduction dans les cours d'eau de substances très diverses, comme des métaux, des matières solides, mais aussi plein de produits chimiques organiques dissous. Ça peut avoir des conséquences importantes, par exemple la mort de poissons, comme on l'a déjà vu ici à Berlin. Bien que leur étude porte sur les fortes pluies, les scientifiques prélèvent aussi des échantillons dans la Havel et la Spree lors de journées d'été sèches. Les fortes averses apportent effectivement beaucoup de polluants dans les eaux, mais nous avons besoin d'une qualité d'eau de référence par temps sec. Les chercheurs s'intéressent aux rivières, mais aussi à leurs affluents. Ils prélèvent également des échantillons dans la plus grande station d'épuration de la capitale allemande. Les eaux usées de milliers de foyers et d'entreprises y sont traitées avant d'être déversées dans la Spree et dans le canal de Teltow.
Par temps sec, la station d'épuration rejette de l'eau assainie. Mais en cas de forte pluie, la quantité d'eau qui arrive d'un coup dépasse les capacités de la station. Il peut donc y avoir ce qu'on appelle un délestage d'eau mélangée, ce qui veut dire que des eaux usées et des eaux pluviales se retrouvent dans nos eaux de surface. C'est évidemment un problème parce que ça veut dire que des eaux usées non traitées sont déversées dans les cours d'eau. Ce bouillon hautement toxique se retrouve dans les rivières. L'américaine Lana Graves en prélève un échantillon. Matière fécale, déchets industriels et résidus de médicaments. J'essaie d'être prudente et d'éviter tout contact. L'eau de pluie dilue les eaux usées, mais elle les enrichit également de détritus et de résidus chimiques. Nos rivières, ces écosystèmes essentiels, risquent à l'avenir d'être régulièrement transformés en égouts. Nous avons absolument besoin de plus de recherches sur les fortes pluies pour déterminer la nature des polluants que les précipitations apportent dans nos eaux et qui peuvent ensuite constituer un risque pour les écosystèmes. Cela peut aussi menacer la production d'eau potable, car elle provient en partie de nos rivières et de nos fleuves. Sous l'effet du changement climatique, les précipitations ne sont pas seulement plus intenses et plus fréquentes. À certaines périodes de l'année et dans certaines régions, elles deviennent également plus durables. En Basse-Saxe, en décembre 2023, secouristes et habitants luttent main dans la main contre la catastrophe. Selon les services météorologiques allemands, il s'agit de l'un des 10 mois les plus humides en Allemagne depuis 1881. De nombreux cours d'eau sortent de leur lit. À Lilienthal, les inondations touchent la maison de la famille Borcherding le 27 décembre. L'ordre d'évacuation prend tout le monde au dépourvu. Vers 11h du matin, les pompiers frappent à la porte. Il faut faire les bagages et quitter la maison le jour même. Tout à coup, vous n'avez plus de maison. C'était inimaginable pour moi de devoir partir comme ça et de voir un tel phénomène. J'ai dit aux enfants de préparer un sac seulement pour 2 jours. C'est comme être licencié sans préavis. Vous êtes expulsé de chez vous et vous ne savez pas où aller. Ça a été comme ça les premiers jours. On perd pied, littéralement. 4 mois se sont écoulés depuis. L'assainissement de l'ossature en bois détrempé s'avère plus compliqué que prévu. Après l'évacuation, Anne Borcherding a réagi rapidement et a loué un logement de vacances tout près de la maison. 2 pièces, une cuisine et une salle de bain pour 5 personnes. Beaucoup de gens m'ont demandé si on avait envie d'y retourner, si on allait y arriver, comment on le sentait. C'est notre maison. Les enfants vivent ici, nous habitons ici. Toutes nos affaires sont encore en haut, enfin j'imagine. Je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose pour mieux se protéger. Mais partir pour de bon à cause de ça? Pas question. Pendant des années, j'ai savouré le privilège de rentrer du travail à vélo les soirs d'été en empruntant la digue. Je me disais qu'on était bien là. Je crois que je n'aurai plus jamais cette pensée sans me dire en même temps qu'il y a un prix à payer. Entre-temps, les autorités compétentes ont informé les habitants d'une possible amélioration de la protection contre les inondations. Début envisagé des travaux d'ici 20 à 30 ans. Du côté de Michael Kunz, le chercheur en catastrophes naturelles à Karlsruhe, les nuages ont commencé à livrer leurs secrets. Il en sait désormais un peu plus sur eux. Pour la première fois, lui et son équipe ont recueilli des données directement depuis la bande d'afflux d'une cellule orageuse. On a réussi à introduire quelques sondes dans la bande d'afflux. Et ce qui nous a surpris, c'est la trajectoire des grêlons, qui est assez complexe et pas celle qu'on attendait. Jusqu'à présent, on pensait que les grêlons géants se formaient parce qu'ils tombaient du nuage et remontaient sous l'effet du courant ascendant. Mais Michael Kunz est en mesure de réfuter cette théorie.
Nos mesures révèlent que les grêlons suivent une trajectoire en spirale dans le courant ascendant. C'est très important. Si les grêlons se déplacent en spirale, ils sont en mesure de collecter davantage de gouttelettes surfondues et donc de grossir. Cet orage peut alors produire des grêlons d'une taille qui peut atteindre 3 cm. Cette trajectoire en spirale allonge la distance parcourue par les grêlons à l'intérieur du nuage. Ils entrent en contact avec davantage de gouttes d'eau qui gèlent et ils grossissent. Mais si ces nouvelles connaissances aident à mieux évaluer les effets du changement climatique, elles ne l'arrêteront pas. La question de savoir si nous pouvons maîtriser le changement climatique et ses conséquences est intéressante. Mais il vaudrait mieux se demander comment faire avec. Ça devrait être ça notre objectif. Parce que c'est un phénomène qu'on ne peut pas contrôler. Ce ne sont pas les émissions de CO2 en général que l'on doit réduire, mais bien les émissions de CO2 fossiles. Il faut opérer un changement structurel. Pas juste produire moins, mais différemment. La plupart des gens seront sans doute d'accord sur ce point. Il vaut mieux 9 évacuations qui ne servent à rien qu'un mort. Il faut qu'on explique qu'il y aura toujours des incertitudes, qu'on ne peut pas améliorer certains points parce que la physique ne nous le permet pas, et que pour cette raison, la population doit aussi apprendre à gérer ces fausses alertes. Des rivières qui puissent absorber de grandes quantités d'eau et déborder de leur lit. Des villes dont les espaces sont capables de stocker les précipitations comme des éponges. Une agriculture qui n'épuise pas les sols mais les renforce. Et une idée plus précise de l'ampleur des phénomènes météorologiques à venir. Tout cela aiderait la société à mieux s'adapter aux conséquences du changement climatique. Au bout du compte, notre objectif principal est de savoir, grâce aux données radars, mieux prévoir la taille des grêlons sur de courtes échelles de temps. Si on connaît la taille des grêlons et si on sait où se dirige la cellule orageuse, on peut avertir les gens. Et les alertes sont importantes pour limiter les dégâts. La grêle, les orages et les pluies sont de plus en plus destructeurs.